Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Peut-être avez-vous déjà entendu cette phrase quelque peu énigmatique. Sa proximité apparente avec la réplique enfantine « c'est celui qui dit qui est » cache un projet ambitieux. Celui de tordre le cou à un biais intellectuel qui fait le lit du racisme et de toutes les déshumanisations. Ce projet, nous le devons à Lévi-Strauss, qui, dans une conférence intitulée Race et Histoire qu'il a produite en 1952, répond à un appel de l'UNESCO visant à rassembler des savants de diverses disciplines, issus des sciences naturelles comme des sciences sociales, pour réfléchir aux problèmes soulevés par la notion de race et lutter par là contre les préjugés racistes. La démarche n'est pas des plus aisées, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, parce que tous les savants mobilisés ne sont pas d'accord sur le statut à donner à la notion de race. Certains estiment qu'elle recouvre une réalité, celle d'un groupe de population avec des caractéristiques données, et d'autres pensent au contraire qu'elle n'est qu'une construction abstraite sans référent positif. Ensuite, parce que l'UNESCO navigue en eau trouble, devant à la fois demeurer fidèle à son ambition de montrer la réalité du racisme et ménager la susceptibilité des pays membres de l'ONU sur la question du racisme, en particulier les États-Unis et les pays colonialistes comme la France, qui auraient toutes les raisons de se sentir visés. Enfin, pour une raison pratique. L'idée même de répondre par la démonstration scientifique à des préjugés racistes, c'est-à-dire d'opposer des arguments rationnels à des intuitions viscérales, bute sur le constat rapide de l'inefficacité d'une telle démarche. Pire, les préjugés racistes sont tellement ancrés dans les mentalités qu'on en retrouve parfois la trace, jusque chez les scientifiques qui font vœu de réfuter le racisme. Bref, vous l'aurez compris, le sujet est complexe. Il y a une grande ébullition intellectuelle au sortir de la Seconde Guerre mondiale et même en amont autour de la question de la race, de la notion de race et de la prise de conscience antiraciste, avec force polémique et tension politique. Mais cela devra faire l'objet d'une autre vidéo si le sujet vous intéresse. Qui sait ? Ce serait peut-être également l'occasion d'éclairer un peu les crispations et inquiétudes actuelles autour des études qui se donnent la race pour objet. Revenons donc à notre anthropologue. Quelques petites choses à savoir sur Lévi-Strauss. Son apport le plus célèbre à sa discipline consiste à y avoir introduit le paradigme structuraliste dont il s'est imprégné en bonne partie au contact de la linguistique structurale de Saussure et de Jacobson. Appliqué au champ anthropologique, le structuralisme consiste à aborder ces objets d'étude non pas comme des réalités séparées, autonomes, mais comme les éléments d'un système symbolique, comme des signes dont la signification dépend de leur place dans ce système. Nous aurons peut-être l'occasion de voir dans une autre vidéo Lévi-Strauss à l'œuvre sur ces deux objets d'étude privilégiés, à savoir les structures de la parenté et les mythes, mais retenons pour l'heure ce qui peut nous aider à déchiffrer le texte qui va nous occuper, et que l'on peut résumer de la manière suivante. Dégager des structures au sein de la réalité humaine, c'est aussi apprendre à repérer du commun au milieu de la diversité culturelle. Ce qui ne change pas dans un monde où tout est en perpétuel mouvement. En un mot, de l'universel imbriqué dans la chair même des particularismes culturels. Lisons donc Lévi-Strauss à l'œuvre. L'attitude la plus ancienne, et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides, puisqu'elle tend à réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue, consiste à répudier purement et simplement les formes culturelles, morales, religieuses, sociales, esthétiques, qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions. Habitude de sauvage, cela n'est pas de chez nous, on ne devrait pas permettre cela, etc. Autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson, cette même répulsion en présence de manières de vivre, de croire ou de penser qui nous sont étrangères.
Ainsi, l'Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque, puis gréco-romaine, sous le même nom de barbares. La civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens. Or, derrière ces épithètes se dissimule un même jugement. Il est probable que le mot barbare se réfère étymologiquement à la confusion et à l'inarticulation du chant des oiseaux, opposé à la valeur signifiante du langage humain. Et sauvage, qui veut dire de la forêt, évoque aussi un genre de vie animale, par opposition à la culture humaine. Dans les deux cas, on refuse d'admettre le fait même de la diversité culturelle. On préfère rejeter hors de la culture, dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit. Analysons ce passage. Le phénomène que Lévi-Strauss se propose d'étudier ici s'apparente à une forme d'invariant anthropologique. Il peut s'observer partout et à toutes les époques, ce qui laisse supposer qu'il n'est pas propre à une culture particulière, mais obéit plutôt à un besoin, à un instinct ou à une logique profondément humain. Ce rejet qui nous saisit face à l'étranger n'est pas sans rappeler la mécanique même de la connaissance qui, comme l'explique Lévinas dans Totalité et Infini, consiste à ramener l'inconnu au connu. Quand on élabore des théories globales pour rendre compte d'un ensemble de phénomènes particuliers, et quand on favorise parmi elles celle qui permet d'expliquer aussi des phénomènes sur lesquels les autres achoppent, on sacrifie à ce besoin de repérer des récurrences, des généralités au sein du réel qui permettent de se forger des repères et de prévoir. Et si ramener l'inconnu au connu, dissoudre ce qui, au premier abord, peut nous déstabiliser dans un ensemble que nous comprenons et maîtrisons, est une démarche qui a quelque chose de satisfaisant et de rassurant, il est logique qu'à l'inverse, tout ce qui résiste à cette démarche d'assimilation, de dissolution de l'inconnu dans le connu, nous apparaissent comme quelque chose d'hostile, une donnée effrayante qui menace notre vision du monde. Les formes culturelles les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions sont ainsi les plus insupportables à nos yeux, parce qu'elles nous mettent face à un dilemme. Soit accepter de nous décentrer, d'admettre que notre culture n'est qu'une culture parmi d'autres, que ce que nous considérons comme la norme et le modèle de toute civilisation n'est qu'une construction historiquement et géographiquement située, susceptible dès lors d'être discutée, voire remise en cause, soit, option la plus confortable, on exclut purement et simplement du champ de l'humanité tout ce qui se distingue trop de nous. Autrement dit, on fabrique le barbare ou le sauvage comme un étranger absolu, irréductible, une extériorité dangereuse face à laquelle nous nous élevons comme un phare dans les ténèbres. C'est l'option ethnocentriste, celle du peuple qui se prend pour le nombril du monde culturel. Outre sa dimension rassurante, un monde qui tourne autour de nous est un monde qui nous ressemble, qui obéit à nos exigences et qui nous conforte dans nos certitudes, l'approche ethnocentriste constitue une stratégie efficace pour fédérer les membres du groupe, puisque rien n'est plus rassembleur que de désigner un ennemi commun. Deux références au passage pour illustrer cette stratégie de construction fantasmée d'une altérité menaçant l'intégrité de la communauté. Le roman Waiting for the Barbarians du sud-africain John Maxwell Coetzee et le film Le Village de M. Night Shyamalan. Concernant l'opposition classique entre nature et culture, sur ses limites et son dépassement, je vous recommande chaudement la lecture de Par-delà nature et culture de Philippe Descola. Lévi-Strauss dit qu'elle permet à l'ethnocentrisme de fabriquer une séparation et une hiérarchisation arbitraire entre sa culture et les autres, en s'arrogeant le monopole de la culture et en rejetant celles qui n'y correspondent pas dans les marges, du côté de la nature, comprise non pas en un sens neutre, mais dans le sens du règne de l'animalité, de la brutalité et des pulsions incontrôlables. On dissimule ainsi, derrière une dichotomie prétendant renvoyer à une réalité objective, une division parfaitement arbitraire, qui présente là encore un avantage stratégique considérable. Si nous sommes du côté de la culture et les autres du côté de la barbarie,
alors nos exactions respectives seront elles aussi soumises à cette distinction. Ainsi, quand nous tuons, quand nous torturons, quand nous déshumanisons, ce sera pour la bonne cause, au nom d'une fin supérieure qui justifie les moyens. Là où les meurtres, les tortures et les déshumanisations perpétrées par les autres se verront au contraire attribuer des mobiles bestiaux et seront utilisés comme la preuve de leur infériorité, et aussi comme justification de ce qu'on leur fera subir. Habile, n'est-ce pas ? Nous y reviendrons à la fin du texte. Passons maintenant à la deuxième partie. Ce point de vue naïf, mais profondément ancré chez la plupart des hommes, n'a pas besoin d'être discuté puisque cette brochure en constitue précisément la réfutation. Il suffira de remarquer ici qu'il recèle un paradoxe assez significatif. Cette attitude de pensée, au nom de laquelle on rejette les sauvages ou tous ceux qu'on choisit de considérer comme tels hors de l'humanité, est justement l'attitude la plus marquante et la plus distinctive de ces sauvages mêmes. On sait en effet que la notion d'humanité, englobant sans distinction de race ou de civilisation toutes les formes de l'espèce humaine, est d'apparition fort tardive et d'expansion limitée. Là même où elle semble avoir atteint son plus haut développement, il n'est nullement certain, l'histoire récente le prouve, qu'elle soit établie à l'abri des équivoques ou des régressions. Mais pour de vastes fractions de l'espèce humaine, et pendant des dizaines de millénaires, cette notion paraît être totalement absente. L'humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village, à tel point qu'un grand nombre de populations dites primitives se désignent d'un nom qui signifie « les hommes », ou parfois, dirons-nous avec plus de discrétion, les bons, les excellents, les complets, impliquant ainsi que les autres tribus, groupes ou villages ne participent pas des vertus ou même de la nature humaine, mais sont tout au plus composés de mauvais, de méchants, de singes de terre ou d'œufs de poux. Quelques mots sur la réfutation des biais exposés ci-dessus que Lévi-Strauss dit opérer dans sa conférence. Elle consiste pour l'essentiel à opposer à l'absolutisme culturel derrière lequel se réfugie l'ethnocentrisme ce qu'on pourrait appeler un relativisme méthodologique. Autrement dit, elle consiste à mettre en évidence la manière dont l'ethnocentrisme réécrit l'histoire mondiale au prisme de sa propre supériorité autoproclamée, au lieu de reconnaître la véritable nature de cette histoire mondiale, où cohabitent diverses cultures avec chacune son propre rythme, ses propres avancées, ses propres réussites et ses propres régressions, sans qu'aucune hiérarchie objective ne puisse en être tirée. L'ethnocentrisme vise ainsi à détourner l'histoire et l'ethnographie pour les transformer en concours biaisés dès le départ, à sa gloire, dans le but de démontrer qu'il est meilleur que tous les autres. Lévi-Strauss relève la supercherie au travers de deux illustrations, la notion de progrès et celle de peuple primitif. L'ethnocentrisme prétend que l'Occident a démontré sa supériorité en matière de progrès puisqu'il est plus avancé que quiconque en la matière. Lévi-Strauss montre que l'argument est tautologique, puisque la raison pour laquelle l'Occident peut être présenté comme premier de la classe en matière de progrès est qu'on a décrété en amont que le domaine dans lequel l'Occident est le plus avancé est le critère du progrès dans l'absolu, à savoir la technique. Forcément, si on identifie progrès et progrès technique, on passe pour les meilleurs. En 1952 du moins. Depuis, l'Asie a fait sa révolution technologique et nous ferions moins les malins. Mais c'est un choix, subjectif et donc critiquable, car on pourrait tout aussi bien avancer, dit Lévi-Strauss, que le progrès dans la maîtrise du corps et de l'esprit est le critère numéro 1 du progrès d'une civilisation, auquel cas l'Orient pourrait revendiquer la première place du podium. L'illusion consiste donc à penser le progrès comme un phénomène monolithique et unilatéral, alors qu'il se manifeste simultanément sous diverses formes à l'échelle mondiale. Quant à la notion de peuple primitif, que Lévi-Strauss a lui-même employée y compris dans ce texte, car elle s'était imposée dans le milieu de l'anthropologie, mais à laquelle il a fini par substituer celle moins connotée de peuple sans écriture, elle repose là encore sur un travestissement de la réalité qui consiste, en l'occurrence,
a plaqué un prisme diachronique sur des phénomènes synchroniques. Pour le dire de manière moins jargonnante, qualifiés de peuples primitifs, littéralement peuples premiers, les peuples amérindiens ou amazoniens qui nous sont contemporains, c'est faire comme s'ils incarnaient un stade antérieur et inférieur de notre humanité, l'enfance de l'humanité, dit-on parfois, alors qu'ils n'ont pas grand-chose en commun avec nos ancêtres et que leur art, comme l'ont montré depuis les spécialistes, n'est en rien identifiable aux peintures rupestres. Voilà, en résumé, les enjeux de la réfutation opérée par Lévi-Strauss dans Race et Histoire. Concentrons-nous maintenant sur le point qu'il a choisi de mettre en évidence dans l'extrait étudié. Des considérations abordées dans le paragraphe précédent, il déduit un paradoxe qu'il énonce en ces termes. Cette attitude de pensée, au nom de laquelle on rejette les sauvages ou tous ceux qu'on choisit de considérer comme tels hors de l'humanité, est justement l'attitude la plus marquante et la plus distinctive de ces sauvages mêmes. Pour dire les choses avec une pointe d'ironie, quel dommage d'exclure si brusquement ces fameux sauvages de l'humanité dont nous sommes à nos propres yeux les plus dignes représentants, car ils ont avec nous beaucoup plus en commun que nous voulons bien l'admettre, à commencer par le goût de l'exclusion de tout ce qui ne correspond pas à leur propre modèle d'humanité. Entre gens ethnocentrés, nous devrions pourtant pouvoir trouver un terrain d'entente. À l'appui de ce constat, Lévi-Strauss rappelle deux choses. La première, c'est que l'universalisme, qui implique l'idée d'une humanité commune à tous en deçà des particularismes culturels, est d'émergence relativement récente à l'échelle de l'histoire de l'humanité, et qu'elle n'a cessé depuis, et aujourd'hui encore, de soulever de nombreuses réticences. Pour prendre un exemple bien connu, souvenez-vous de ce que Joseph de Maistre rétorquait à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'idée abstraite de l'homme qu'elle recouvre à ses yeux. Je le cite. « J'avoue que l'homme, distingué du citoyen, est un être que je ne connais pas du tout. J'ai vu dans le cours de ma vie des Français, des Anglais, des Italiens, des Allemands, des Russes, etc. J'ai même appris dans un livre célèbre, il fait référence à Montesquieu, qu'on peut être persan. Mais je n'ai jamais vu l'homme. S'il a des droits, je m'en moque. Jamais nous ne devrons vivre ensemble. Qu'il aille les exercer dans les espaces imaginaires. » L'idée d'humanité rencontre des résistances, donc, mais aussi des régressions, dont fut ponctuée l'histoire récente, comme le relève l'anthropologue dans le texte. 3 exemples. L'apartheid sud-africain, en place depuis 1948 et donc contemporain de la rédaction de ce texte. Le régime nazi, et l'idéologie raciste et eugéniste sur laquelle il reposait, ou encore le régime ségrégationniste américain, auquel s'opposera bientôt le mouvement des droits civiques. La deuxième chose qu'expose Lévi-Strauss, c'est le fruit de ses observations d'ethnologue, à savoir que partout où il est allé, il a retrouvé cette tendance à faire cesser l'humanité aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village. Et c'est là-dessus qu'il s'arrête dans le dernier moment du texte. Lisons-le. On va souvent jusqu'à priver l'étranger de ce dernier degré de réalité, en faisant un fantôme ou une apparition. Ainsi se réalisent de curieuses situations où 2 interlocuteurs se donnent cruellement la réplique. Dans les Grandes Antilles, quelques années après la découverte de l'Amérique, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d'enquête pour rechercher si les indigènes possédaient ou non une âme, ces derniers s'employaient à immerger des Blancs prisonniers afin de vérifier par une surveillance prolongée si leurs cadavres étaient ou non sujets à la putréfaction. Cette anecdote, à la fois baroque et tragique, illustre bien le paradoxe du relativisme culturel que nous retrouverons ailleurs sous d'autres formes. C'est dans la mesure même où l'on prétend établir une discrimination entre les cultures et les coutumes que l'on s'identifie le plus complètement avec celles qu'on essaye de nier. En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. La scène tragique qu'il décrit, où l'ethnocentrisme répond à l'ethnocentrisme, la déshumanisation à la déshumanisation, était notamment au cœur du roman de Jean-Claude Carrière, La controverse de Valladolid, où le philosophe Sepulveda,
qui justifie la colonisation des Indiens, s'oppose au prêtre Bartholomé de las Casas, qui défend leur dignité et témoigne du sort atroce qui leur est réservé par les colons espagnols. À cet horrible récit, Lévi-Strauss adjoint le miroir réfléchissant de l'ethnocentrisme partagé. Sans mettre sur le même plan, évidemment, la colonisation menée par les Espagnols vis-à-vis des Indiens et la réaction de ces derniers, ce sont les premiers qui ont exterminé les seconds et non l'inverse, il relève toutefois entre eux un comportement commun. Torturer l'étranger, celui qui ne nous ressemble pas, pour mettre son humanité à l'épreuve, parce qu'on ne la lui reconnaît pas. Le paradoxe du relativisme culturel dont parle Lévi-Strauss ici réside donc dans le fait que c'est lui, finalement, qui met en évidence une forme d'universalité au sein des comportements humains. Universalité que l'ethnocentrisme, aveuglé par son universalisme de façade qui dissimule mal son particularisme arbitrairement élevé au rang de norme, échoue à voir. C'est dans la mesure même, dit Lévi-Strauss, où l'on prétend établir une discrimination entre les cultures et les coutumes, que l'on s'identifie le plus complètement avec celle qu'on essaye de nier. En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Deux choses à retenir de cette conclusion, avec pour chacune d'elles une confusion à éviter. D'abord, l'ethnocentrisme est ici démasqué et révélé pour ce qu'il est réellement. Une tentative de s'arroger le monopole de la culture pour mieux se positionner en juge ultime du bien et du mal, du noble et du vil. Bref, une lutte pour le pouvoir qui, au moment même où elle entend diviser le monde en deux, avec l'humanité de son côté et la barbarie de l'autre, rassemble malgré elle les peuples et les cultures qui cèdent presque tous à cette tentation. Première confusion à éviter en conséquence, Lévi-Strauss n'est pas dans la position paternaliste qui fantasme le bon sauvage pur et innocent face à un Occident corrompu et père de tous les maux. Il insiste au contraire sur le fait que le désir de se prendre pour le centre du monde, le modèle indépassable de l'humanité et le possesseur exclusif de la vraie culture, se retrouve chez les peuples extra-occidentaux. Ce pourquoi je le qualifiais au commencement de l'analyse d'invariant anthropologique. Deuxième enseignement, la posture ethnocentriste sert d'alibi à ceux qui veulent justifier leurs exactions. L'idéologie colonialiste du XIXe siècle a ainsi instrumentalisé à souhait l'argument de la mission civilisatrice des pays européens vis-à-vis des peuples colonisés, pour justifier les exactions commises sur place et le déni d'humanité infligé aux peuples colonisés. La confusion à éviter ici serait de croire que Lévi-Strauss cède pour autant à un relativisme aveugle, aux yeux duquel toutes les pratiques se vaudraient. De fait, si on conserve le nom de barbarie et qu'on l'utilise pour qualifier l'ensemble des comportements, qu'ils viennent de nous ou bien des autres, qui nient l'humanité d'un groupe ou d'une personne, c'est bien parce qu'il y a des coutumes qui le font et d'autres non. Lévi-Strauss rappelle simplement, dans la lignée de Montaigne, qu'on trouve ces pratiques barbares de toutes parts et qu'il faut par conséquent les combattre partout, en commençant par balayer devant sa porte, au lieu d'utiliser les exactions de l'étranger pour faire diversion ou excuser les nôtres. En résumé, le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Cela veut dire « Méfiez-vous de la tentation de fabriquer une entité globalisante appelée barbarie et de l'utiliser comme un épouvantail pour vous convaincre que vous êtes vous-même incapable du pire. C'est à l'instant où l'on oublie que la barbarie, loin d'être le propre d'un étranger, est une tendance contre laquelle aucune société ni aucune culture n'est définitivement immunisée, qu'on baisse la garde face à nos propres démons et qu'on laisse la peste de la barbarie s'emparer de nous sous couvert de progrès, de mission civilisatrice ou de lutte civilisationnelle contre le grand remplacement. À bon entendeur. Lévi-Strauss accomplit donc deux choses ici. D'abord, évidemment, faire un sort à l'ethnocentrisme, mais aussi réconcilier la nécessité pour l'anthropologue de dégager de l'universel avec le souci ethnographique de ne pas appauvrir la richesse des cultures qu'il étudie. Cela m'amène à faire deux remarques en guise de prolongement critique à la lecture de Race et Histoire. La première, c'est qu'il existe une tension chez Lévi-Strauss entre l'universalisme qui sous-tend la démarche scientifique de l'anthropologue
et le relativisme méthodologique qui joue le rôle de garde-fou contre la tentation de l'ethnocentrisme. Ces deux objectifs sont difficiles à mener de concert et nous verrons peut-être dans une autre vidéo que parfois, cette tension confronte Lévi-Strauss à des dilemmes. La deuxième remarque porte sur les limites de la conception lévi-straussienne du racisme, conception tributaire de son époque. Il définit en effet le racisme comme une doctrine qui prétend voir dans les caractères intellectuels et moraux attribués à un ensemble d'individus, de quelque façon qu'on le définisse, l'effet nécessaire d'un commun patrimoine génétique. Cette approche a le défaut de réduire le racisme à son modèle génétique, et donc de ne pas tenir compte de son évolution et de son émancipation progressive du prisme biologique au profit d'un prisme culturaliste plus facile à assumer après la Seconde Guerre mondiale. À la décharge de Lévi-Strauss, cette évolution n'en est qu'à ses balbutiements au moment où il écrit ce texte. Mais là encore, si le cœur vous en dit, nous pourrons y revenir à l'occasion. 2 conseils de lecture maintenant, pour terminer, qui viennent s'ajouter à Waiting for the Barbarians et Par-delà nature et culture, conseillé plus haut. Le roman de Vercors, Les animaux dénaturés, également adapté en pièce de théâtre sous le titre Zoo, qui pose la question de la nature humaine et le vertige de son impossible définition au travers du motif fictif du chaînon manquant. Et pour finir en beauté, 2 textes de Frantz Fanon, Peau noire masque blanc et Les damnés de la terre, que vous trouverez ensemble dans cette édition chez La Découverte. Parce que Fanon a formulé à mes yeux l'une des critiques les plus justes de l'ethnocentrisme occidental et de son instrumentalisation de l'universalisme, non pas pour prôner à l'opposé un repliement relativiste ou communautariste, mais au contraire pour appeler de ses vœux la défense d'un universalisme fidèle à ses promesses. Et voilà, merci d'avoir écouté. J'espère que ce petit parcours en terrain lévi-straussien vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce du haut en bas de la vidéo et à la partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une plongée dans l'abîme de l'absurde en compagnie d'Albert Camus et de son mythe de Sisyphe. À vos stylos et bonne lecture.